Bonjour Roxane. Bonjour Sébastien. Tu m'as l'air très détendu. Je suis contente d'être là. Tout pareil, je dis ça en blaguant parce qu'on avait commencé à enregistrer, on s'est rendu compte qu'on parlait dans le vide, ça n'enregistrait pas, donc on l'a refait. Et c'est pas plus mal. Donc tu es la CIO fondatrice, cofondatrice, parce que vous êtes plusieurs, de Lemrock. Tout à fait. Lem quoi, comme large quoi? Large modèle, c'est quoi Lem? C'est un bon point. Non, l'histoire derrière Lemrock, c'est qu'on devait choisir un nom de boîte pour le lendemain. On avait quelques heures. Qui n'était pas déposé, où il y avait un .com. Et en fait, on a fait comme tout le monde aurait fait, c'est-à-dire qu'on a demandé à ChatGPT de nous donner des idées de noms. Et on lui a donné un peu de contexte. Donc, on est 3 associés, Sacha, Clément, Roxane. Il a décidé de prendre Clément et Roxane et d'en faire Lemrock sans Sacha. J'adore. Et on en rigole aujourd'hui beaucoup. Merci de ta transparence. Tu sais qu'il y a 3-4 ans, ça aurait été impossible. Enfin, il y avait des sites dédiés à ça, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'avec ChatGPT, ça va vite. Comment faisaient les gens pour trouver leur nom de boîte? Je sais pas, c'était une tannée. Maintenant, voilà, ça prend 24 heures, tu me l'as dit. Donc, tu veux devenir l'infra-standard du commerce agentique, ou dit autrement, permettre aux marques, aux commerçants, aux e-commerçants surtout, d'apparaître plus rapidement et d'apparaître tout court et de vendre donc leurs produits, leurs services dans des interfaces conversationnelles type ChatGPT, on y revient. Tu viens de lever 7 millions de dollars. Tu préfères communiquer en dollars, je crois d'ailleurs, parce que tu as direct d'emblée une vision globale. Tu as pas mal de super business angels à ton tour de table. Tu as aussi, tiens, je vois le fondateur de Criteo, Jean-Baptiste Rudel, qui débarque à ton board. Donc, c'est ça. Quelqu'un qui a déjà vu le film pour faire une licorne, c'est pas mal aussi pour être conseillé. Dans tes clients, j'ai vu Maison du Monde, Rakuten, Groupe Énergie, Showroom, M6 et plein d'autres, avec donc des dizaines de retailers aussi actifs. Et combien d'interactions sur ta plateforme par mois, dis-moi? 100 millions de conversations par mois. Incroyable. Tu as construit ça entre Paris et San Francisco, puisque tes 2 associés, eux, sont passés par le fameux incubateur YC. On pourra y revenir. Mais d'abord, raconte-nous, parce que tous ceux qui te découvrent aujourd'hui sont hyper curieux de savoir ce que tu faisais avant de lancer Lemrock, puisque tu n'es pas passé par la case étudiant, boom, drop-out, limite, je monte ma start-up. Tu as fait comme 2-3 trucs avant et c'est ça qui nous intéresse. C'est ça. Donc, je suis ingénieure de formation. J'ai fait les Mines de Paris, qui est une école généraliste, assez technique, qui n'avait pas de programme entrepreneurial d'ailleurs à l'époque. Ça y est, c'est corrigé enfin? C'est corrigé. Okay. Voilà. Donc le train en marche après X et les autres. C'est ça. C'est une école qui est excellente, qui est très conservatrice en termes de technicité. Moi, ce qui m'a toujours plu, c'est appliquer justement des façons de résoudre scientifiquement des problèmes, mais des problèmes très concrets. Et c'est pour ça que je me suis ensuite, à la sortie d'école, dirigée vers le secteur du retail. Tu sais que sur les 2 sources d'épisodes qu'on a produits depuis 2021, je suis sûr qu'à minima, une vingtaine, donc 10%, ont fait ton école. Ah ouais? Ouais, j'en suis persuadé. Les entrepreneurs qui sortent des mines sont généralement successful, effectivement, Pigment, d'autres. Voilà. Elle est venue, Léonore. Donc il faut que tu honores cette tradition. Et donc, en tout cas, le retail, c'est ça, je me suis orientée vers un secteur qui est très concret, parce que le retail, c'est quoi? Ce sont les vendeurs tels qu'on les connaît, Fnac Darty, Leroy Merlin, etc., qui vendent très concrètement aux consommateurs, donc c'est des boîtes B2C. Et en fait, dans ce secteur-là, il y a énormément d'enjeux de data et scientifiques. Il y a des millions, des milliards même de transactions à chaque seconde, gestion des stocks, etc. Et donc moi, je me suis décidée à appliquer finalement mes skills scientifiques à cet environnement-là. Donc j'ai fait du conseil pour découvrir plusieurs contextes. J'ai travaillé pour pas mal de retailers, Naturalia, Carrefour, etc. Et ensuite, j'ai rejoint le groupe Fnac Darty, où j'étais directrice stratégie innovation là-bas. C'était il y a quelques années maintenant, juste avant de fonder Lemrock. Et donc post-Covid? C'était post-Covid. Et t'as 25 Exactement. Ans, toute jeune? Non, j'ai 30 ans. Non, mais à l'époque. À l'époque, 27 ans. Okay. J'étais une des plus jeunes directrices, effectivement, à rejoindre le comité de direction de Fnac Darty. Donc, je les remercierai toujours pour leur confiance. C'était une expérience incroyable. Mon job, c'était de réinventer et de repenser le modèle du retailer, justement, dans le contexte qu'on connaît. Et au bout de quelques années... à avoir accompagné un groupe à se transformer, je me suis dit que justement j'avais envie de passer de l'autre côté de la barrière et de construire cette transformation, de fournir des solutions pour ces acteurs-là. C'est des vieilles marques, c'est des marques qui ont des dizaines d'années.
mais qui ont traversé les crises. Et d'ailleurs, il y a encore du monde. Moi, j'étais surpris. Je suis allé là, il y a quelques semaines, que ce soit Darty ou Fnac, maintenant c'est le même groupe. Il y a encore beaucoup de monde là-dedans. C'est des marques emblématiques qui sont les partenaires de vie des Français, en fait, et qui doivent se transformer et se réinventer. Et c'est pour ça que ces postes-là sont stratégiques et sont très enrichissants, puisqu'on voit vraiment comment est-ce que ce modèle a survécu et comment il survivra par la suite. Tu n'étais que sur le e-commerce ? Non, moi j'étais sur l'ensemble des canaux, toutes géographies confondues. Et donc ton boulot, c'était comment pas se faire tuer aujourd'hui par Amazon, quoi, tous les jours. Exactement. En partie. Voilà. Donc comment tu vas rencontrer tes associés là pour lancer l'Emrock ? Donc en fin d'année 2024, je me lance dans l'entrepreneuriat et je rejoins le programme Entrepreneur First, dont l'objectif est de se faire rencontrer des profils triés sur le volet et qui sont très complémentaires. Et donc c'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré Sacha et Clément, qui étaient deux serial entrepreneurs, comme on dit dans le jargon, en tout cas qui avaient déjà monté plusieurs boîtes et avec qui j'ai commencé à travailler, puisqu'on était très complémentaires sur pas mal d'aspects. Là, c'est pareil. Moi, j'ai parfois été dubitatif sur ce modèle, mais il y a eu pas mal d'invités qui sont venus là et qui sortent d'Entrepreneur First sur Tech 45. Parce que, toi, je sais pas, visiblement, ça te faisait pas peur, mais j'ai jamais compris l'idée de se dire, tiens, on va mettre dans la même pièce des gens talentueux qui se connaissent pas, mais on va leur souffler une idée, ou on va les laisser, avec nous sortir un bon jus de crâne au bout de quelques jours, quelques semaines, et puis on sortira ce qu'ils voudront, quoi. Ouais. Ça, c'est quand même assez contre-intuitif quand même par rapport à l'idée qu'on se fait de l'entrepreneuriat. Ce qui est intéressant dans le modèle, c'est que finalement, on rassemble des personnes qui peut-être ne se seraient pas croisées à un autre moment et on laisse les choses évoluer comme dans la vraie vie finalement. Aussi, dans le programme Entrepreneur First, il y a pas mal d'aventures, je dirais, en tout cas de choses à vivre ensemble qui font qu'en fait, finalement, moi, Sacha et Clément, ce sont aujourd'hui mes quasi 2 meilleurs amis puisqu'on a vécu énormément de choses ensemble et en fait, c'est ça qui nous a rapprochés et qui nous a soudés. À noter que le programme Entrepreneur First, normalement, favorise des duos. Et nous, justement, parce qu'on avait vraiment ce fit humain, on est resté en trio du début à la fin. Ah, eux, ils préfèrent les équipes de 2 ? Ils préfèrent les équipes de 2, effectivement. Oui, il y a plus de risque de casser à 3 ? Parce que oui, il y a toujours plus de désaccords quand on est plus de personnes autour de la table. Moi, personnellement, je trouve que c'est une force puisqu'en fait, on évacue aussi les sujets plus facilement quand on est 3. Chacun a un droit de vote et le sujet est évacué. Donc, je trouve que c'est plus facile à gérer finalement. Donc là, on est quand vous êtes quand chez Entrepreneur First ? Et est-ce que l'Emrock va être votre première idée ou ça a pas mal itéré là ? On est début de l'année 2025. On se rencontre. On a pas mal itéré, mais toujours autour de cette idée qui était la mienne, puisque après avoir travaillé plusieurs années dans le retail, j'avais un peu cette idée qui me tournait dans la tête de comment permettre aux marques, aux retailers notamment, de hyper personnaliser leurs relations clients. Et c'est vrai que le conversationnel permet de faire ça et réinvente complètement les usages. C'est des perspectives vraiment nouvelles et très riches. Et donc c'est en fait cette idée-là croisée avec l'opportunité technologique qu'offraient les LLM à l'époque qui nous a permis d'aboutir à l'idée de l'Emrock. Parce que la conversation dans le chatbot, ça existe depuis des années. C'est souvent assez déceptif, même si grâce notamment aussi à ces LLM, le niveau s'est amélioré, mais dès que c'est un peu technique, un peu touchy, qu'il y a des enjeux, etc., ça finit par veux-tu être appelé ou joint. Le relais est passé à un humain. Exactement. Ouais, là, toi, l'idée d'aller se plugger à ces LLM, donc tu l'as. Moi, j'imagine que tu n'es pas la seule à l'avoir, même si on ne connaît pas tant de solutions que ça. En fait, à l'époque, personne ne parlait du commerce agentique. Personne n'en parle. Personne n'en parlait. Vraiment, nous, quand on a pitché l'idée à Entrepreneur First, on nous a presque demandé de changer d'idée. Tellement, il n'y a pas de marché, quoi. Il n'y a pas de marché. Il n'y a pas de marché pour plein de raisons. Les marques ne sont pas prêtes. Et c'est vraiment quelque chose qu'on se rappelle en souriant avec Sacha et Clément, puisqu'on a tenu, on a continué sur cette idée. Et finalement, maintenant, on a eu vraiment un renversement total de la notoriété de ces sujets-là. Et maintenant, on court après le train en marche et vraiment tout le monde en parle. Mais à l'époque, il y a 1 an, personne n'en parlait. Et toi, tu t'es dit, il y a une opportunité de business d'abord, ou depuis Fnac Darty, ton poste d'observation, tu te dis, mais en fait, je vois que y a beaucoup moins de trafic sur mon site. Et si c'est chez moi, ça doit être aussi chez les petits concurrents, etc.
Et en fait, on ne peut pas lancer la pièce en l'air et se dire peut-être que ChatGPT, Claude, Perplexity vont parler de nous, ou peut-être pas. Ouais, en fait, vraiment, moi, je suis partie du point de vue du retailer. Quels sont les problèmes à résoudre ? Je pense que c'est vraiment la bonne façon de faire quand on lance une boîte, c'est de se positionner à la place de ses clients et essayer de résoudre un problème qui existe vraiment. Et donc, c'est vrai que là, on avait un avantage majeur, puisqu'en fait, Sacha et Clément avaient vraiment à eux deux vraiment l'ensemble des skills techniques, et moi, j'avais vraiment la vision du client, donc les itérations étaient rapides. Je suis partie du problème étant que finalement, aujourd'hui, les marques dépensent énormément d'argent pour acquérir de nouveaux clients, pour se faire entendre. C'est très peu ciblé, et finalement, les pourcentages de conversion derrière ces campagnes marketing qu'on connaît, c'est de l'ordre de 1 pour 7000, même plus en fait, quand ça dépend quel scope tu regardes. Mais donc en fait, c'est vraiment de l'argent finalement perdu. C'est que dalle, ouais. C'est que dalle. Et de l'autre côté, les consommateurs ont du mal à trouver le bon produit fait pour eux au bon moment. Et donc, c'est vraiment ce double constat-là qui nous a amené à voir le conversationnel comme la technologie qui répond à ces deux problèmes. Donc là, vous lancez l'Emerauc. Sacha, Clément, ils viennent d'où ? On l'a dit, donc c'est respectivement ton Chief Product Officer et Chief Technology Officer. Exactement. Donc Sacha est vraiment en charge de toute la vision produit, aussi de toute la recherche et développement, puisqu'on va y venir, mais on est une société deep tech, incubée à Agoranov, on a nos propres modèles propriétaires, etc. Donc c'est un gros volet de notre tech. Et Clément, lui, est plutôt full stack et il va faire en sorte que l'infra et que toute la solution tiennent les gros volumes de conversation qu'on a aujourd'hui. Alors, Deep Tech, il faut y venir parce que moi, ça ne va pas de soi là non plus. Explique-moi en quoi c'est une technologie de rupture, mais j'imagine que oui, ce n'est pas du bullshit parce que si vous êtes chez Agoranov, a priori, vu la sélection et la sélectivité qu'il y a pour rentrer dans cet incubateur, j'en ai parlé à plusieurs reprises déjà, au moins une demi-douzaine de fois depuis le début de Tech 45. Ouais. Je suis absolument fan de ce qu'ils font, complètement sous-cotés, et qu'on vu parmi nos plus belles licornes, des Alan, des Criteo, etc. Exactement. Dataiku. Dataiku, voilà, passer par eux. Donc raconte-moi. Ils sont pas très connus parce que sûrement pas très bons, désolé s'ils nous écoutent, mais en com, mais parce que en plus c'est parapublic, etc. Donc ils n'ont pas vocation à faire beaucoup de bruit et acheter des culs de bus pour qu'on sache qui c'est, quoi. Ouais, on est ravis de faire partie de cette communauté. On a commencé le process en se disant que justement c'était très sélectif et finalement on a eu un programme accéléré. On est rentré rapidement dans le programme. Donc merci à toute l'équipe Agoranov qui a fait en sorte qu'on aille très rapidement sur le process. La définition de Deep Tech, c'est quoi ? C'est que la technologie est renversante, en tout cas vient renverser un marché, vient créer vraiment quelque chose de nouveau sur un secteur donné. Donc nous, c'est le secteur du commerce, voire même du e-commerce. Ça s'appuie sur des modèles qui doivent être propriétaires. C'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser des modèles existants et juste les adapter très légèrement. Il faut vraiment qu'on crée une nouvelle technologie pour être accepté à Agoranov. C'est notre cas, puisque nous, en fait, on a beaucoup de modèles, on en a plusieurs, qui vont permettre de justement avoir le bon produit au bon moment pour le bon utilisateur final. Ça peut paraître simple en le disant comme ça, mais c'est extrêmement de recherche et développement derrière. Et pour faire ça, il faut s'appuyer sur des modèles propriétaires. Et nous, c'est la force de notre modèle aujourd'hui, c'est qu'on a 100 millions de conversations, comme on le mentionnait tout à l'heure. Et ça nous permet vraiment d'entraîner des modèles à l'échelle et donc de devenir structurant sur cette catégorie du commerce agentique. Donc 100 millions de conversations mensuelles qui sont passées par tes outils. C'est ça. Ok. Exactement. À travers seulement quelques dizaines de marques, en fait. Aujourd'hui, on est au tout début de l'histoire. Ouais. C'est en prod depuis combien de temps ? C'est live depuis combien de temps ? C'est live depuis le début juillet. On a une centaine de marques. On tourne en mars, donc ça fait 9 mois, quoi. C'est ça. On est allé extrêmement vite. On pourra y revenir, mais c'est aussi un marché d'exécution. Donc, il faut être excellent techniquement. Il faut aller vite. Il faut savoir faire des choix. Nous, on a eu la chance d'avoir la confiance de clients dès le début qui nous ont permis d'exécuter et d'aller rapidement sur les différents jalons technologiques. Et aujourd'hui, on compte bien continuer sur le même rythme. C'est quoi ton meilleur client ? Enfin, c'est qui ? Celui qui vous a fait soit le plus vite confiance ou il y a eu une traction qui fait que c'est avec lui que vous mettez le paquet, quoi.
Je citerai peut-être Maison du Monde, qui a été vraiment un des premiers acteurs à nous suivre au tout début, en juillet, alors que c'était l'été à Paris. Il y avait personne qui était très actif sur des nouveaux canaux innovants. Maison du Monde, ils sont là depuis le début, donc un grand merci à eux. Alors, ok, tu as une vision globale, mais tu fais ça quand même depuis Paris. Tu es chez Agoranov, qui est un incubateur francilien. Tu viens de Fnac, Darty, et tu cites des marques très françaises. Je pense à Maison du Monde que tu viens de donner, et qui est une très belle marque, un très beau succès, mais qui souffre parce que c'est le meuble, parce qu'il y a la concurrence chinoise, etc. Et eux-mêmes ont des soucis de sourcing, pas qu'en Asie, mais ils arrivent à diversifier en Europe, etc. On sait qu'Alinea, qui a été relancé par l'immobilier, c'est très compliqué aussi. Et donc, est-ce que derrière ça, tu me vois peut-être venir, est-ce que tu te sens... est-ce que tu t'es donné une mission, même sans forcément te l'avouer ou à tes investisseurs, de dire voilà, on va aider ces retailers qui souffrent face à la concurrence, pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer et plein d'autres qu'on n'a pas le temps, de reprendre la main, de ne pas être largué par cette vague. Ouais, ce qui est sûr, c'est qu'en fait, ce nouveau paradigme va rebattre totalement les cartes. C'est une opportunité, c'est aussi un risque pour les acteurs qu'on aide et qu'on accompagne. Si une marque n'est pas présente dans les IA conversationnels, demain, elle se met à risque de disparaître complètement des parcours d'achat. Donc, c'est vraiment un changement dans le plus et dans le moins également. En termes d'acteurs qu'on accompagne, on a pas mal mentionné de retailers, puisque c'est par là qu'on a commencé. C'était aussi notre réseau, bien évidemment. Mais aujourd'hui, on accompagne toutes les marques. On fait du B2C, on commence le B2B également. On a des marques de tout type de secteur, dans le travel, la beauté, etc. Là, on parle de distributeurs, mais on a aussi des marques direct to consumer, ce qu'on appelle D2C, qu'on accompagne. Donc aujourd'hui, on est très généraliste. Mais oui, du coup, pour répondre à ta question, on va aider ces marques à maîtriser, à contrôler leur distribution dans ces nouveaux canaux. C'est quelque chose aujourd'hui qu'elles subissent plus qu'elles ne contrôlent. Et effectivement, l'Emroc a aussi cette mission-là. Donc au-delà de leur dire vous n'allez pas être balayé de l'histoire, tu vas leur dire non mais attendez, c'est même un vrai relais de croissance qui peut même compenser largement votre baisse de trafic que vous constatez mois après mois. C'est ça, c'est un vrai relais de croissance, une opportunité aussi de repenser la relation client, de faire de l'hyper-personnalisation et de se positionner aussi sur une vraie proposition de valeur qui les caractérise. Je parle par exemple de Fnac Darty, partenaire de la culture pour Fnac. Ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Aujourd'hui, c'est difficile d'incarner cette mission dans les points de contact que Fnac aurait. Mais demain, avec justement ces relais de conversationnels, c'est plus facile aussi de incarner finalement cette proposition de valeur et de la meilleure façon possible. Et concrètement, du coup, comment ça marche quand tu dis hyper personnalisé Donc il y a beaucoup de travail, on l'a compris, c'était modèles propriétaires, etc. en amont. Mais moi, je vais dire, tiens, j'en sais rien, je cherche... une nouvelle cafetière à grains, donc un truc un peu technique, ouais, pas trop basique, etc. Pas la dernière Nespresso, tu vois, à 150 €. Qu'est-ce que tu vas comment tu vas engager la conversation, toi, voilà, explique-moi tout le parcours là. Comment ça va se passer ? Ouais, donc concrètement, tu vas t'adresser à une IA conversationnelle. Ça peut être ChatGPT, mais il y en a plein d'autres. Et nous, on pourra y revenir. Toi, t'es agnostique, tu bosses avec tout le monde. Agnostique, voilà, exactement. Okay, avec Mistral, avec tout le monde. Avec toutes les plateformes IA conversationnelles. Il y en a des généralistes. ChatGPT, c'est un exemple généraliste. Mais il y a aussi des IA conversationnelles un peu plus thématiques, spécialisées sur certains secteurs. Et en fait, c'est intéressant pour une marque d'avoir la couverture totale. Donc, des spécialisés jusqu'au plus générique. Okay. Voilà. Et donc, très concrètement, en termes de parcours, si toi, tu commences à discuter, disons, avec un ChatGPT, parce que c'est probablement l'agent que tout le monde connaît le plus, tu vas donc décrire que tu viens d'emménager dans ton appartement et que tu veux une nouvelle cafetière. Ici, nos modèles vont être capables de détecter une intention d'achat, ton contexte donné, et de te recommander le meilleur produit pour toi à ce moment-là. On va l'afficher de différentes façons. On peut, par exemple, l'afficher en product carousel. Donc, ça va être des vignettes qui vont te proposer les différents produits pour toi, mais on a aussi des contenus un peu plus textuels ou même des contenus un peu plus conversationnels. Donc, un peu à la manière d'un Google Shopping, mais peut-être, comme tu dis, plus personnalisé. Oui. Sans lien sponsorisé ?
pour l'instant. Aujourd'hui, du coup, comme quand tu cliques sur ces produits, tu es redirigé vers le marchand, tu es obligé de mentionner le fait que c'est sponsorisé, puisque c'est des contraintes légales et nous, on est complètement compliant et privacy first, RGPD, etc. Donc, on le mentionne. C'est-à-dire que toi, en fait, du coup, tu peux aller à ce stade que sur les LLM qui font de la pub, qui proposent du contenu poussé. En fait, on n'appelle pas ça de la pub, et d'ailleurs, OpenAI et autres LLM ne parlent pas de publicité, puisque ce n'est pas la publicité comme on en pense à ça de prime abord. La publicité générique, c'est pousser un contenu parce qu'il y a un acteur derrière qui a poussé le plus de budget marketing aussi, et donc ça ne sera pas forcément le meilleur produit pour l'utilisateur final. Ici, vraiment, ce qui prime, c'est la relevance, c'est la pertinence, comme on dit en français. Et donc, on va venir sélectionner les bons produits. C'est pour ça qu'on parle de commerce agentique et non pas de publicité. Okay. Donc, c'est un marché qui est en train de s'ouvrir. Probablement que demain, il n'y aura même pas la mention de contenu sponsorisé quand on parlera de commerce agentique. Et d'ailleurs, la vision d'OpenAI, c'est celle-là. C'est de ne pas mentionner tout le temps, sous certaines contraintes, le sponsoring. Mais aujourd'hui, pour être compliant, bien sûr, on le mentionne, et aussi pour que l'utilisateur sache qu'il parle ici à un contenu de marque sur lequel il va être dirigé. Mais typiquement, un Claude qui a rétro-pédalé, un Tropic, sur ce type de contenu, ça veut dire que pendant quelques semaines, quelques mois, tu ne peux plus bosser avec eux? Comment ça marche là? Ouais, un Claude, typiquement, eux, ils ont une vision de ce qu'on appelle les apps. C'est aussi une vision qui est partagée par un OpenAI. Une app, c'est le fait de pouvoir connecter une petite vitrine de marque dans ces IA conversationnelles qui, justement, apporte de la valeur, qui va recommander le meilleur produit à la bonne personne et qui n'est pas flagué comme sponsorisé. Donc, typiquement, je parlais tout à l'heure de certains contenus qui ne sont pas flagués comme étant sponsorisés. Ceux-là, puisqu'ils sont conversationnels, très techniques, ne sont pas aujourd'hui, donc les apps ne sont pas flagués comme de la publicité du tout dans les parcours des LLM. Ok. Mais qu'on se comprenne bien, donc toi, tu vas accompagner ton client, marque, e-commerçant, etc., retailer, sur, on va dire, la tenue de cette conversation, ce que tu vas pousser à l'utilisateur de ChatGPT, etc. Mais là où c'est encore un peu obscur pour moi, c'est à quel moment tu vas t'insérer dans cette conversation. Comment tu vas arriver pour me dire, bah tiens, ta machine à café, Fnac Darty, on a 3 en ce moment, une de Longhi, mais aussi telle marque française, telle marque, j'en sais rien, asiatique, avec des prix, des caractéristiques, etc. Comment tu arrives à ce moment-là, toi, en fait? Ouais. Donc déjà, on se connecte via des protocoles qui ont été annoncés open source par l'ensemble des LLM. Donc déjà, les LLM sont ouverts à se connecter à ce type de solution et il y a des protocoles qui existent. Ça, c'est d'un point de vue technique, la façon de se connecter. Ensuite, à partir de là, effectivement, on écoute la conversation et on détecte une intention d'achat. À noter que là, on est privacy first, donc on ne stocke pas cette donnée personnelle, mais on va en temps réel être capable de recommander justement le bon produit sans stocker cette data. Donc, on détecte justement cette intention et on va recommander un produit. Ici, plusieurs formats. Les plus simples, ce sont ceux que j'ai mentionnés tout à l'heure, Product Carousel ou justement du contenu textuel. On a des formats avancés qui sont ceux que j'ai mentionnés aussi sur les apps, où là, vraiment, ça va être la marque qui va ouvrir une petite vitrine conversationnelle dans les interfaces LLM. Et nous, on propose l'ensemble justement de ce prisme-là, du plus simple, qui peut être vu comme du contenu du coup sponsorisé et qui renvoie sur les sites des marques en question, vers vraiment des contenus plus intégrés et beaucoup plus techniques finalement. Et toi, tu es clé en main, c'est-à-dire que end-to-end, c'est toi qui vas tout gérer et je te délègue, moi, Fnac Darty, GoSport, Carrefour, je sais pas quoi, la conversation. Ou parfois, je reprends la main, etc., parce que tu sais pas, parce que tu n'as pas l'info en stock. On est une solution qui s'intègre au système des retailers. Il y a plusieurs niveaux d'intégration. On peut avoir un niveau très simple, et donc là, on peut mettre une campagne live en quelques heures. Un niveau très poussé pour les marques qui souhaitent avoir plus de contrôle sur la façon dont elles apparaissent et beaucoup plus d'intégration. Donc, on a différents produits modulaires qui permettent de répondre aux contraintes de nos marques.
Très clair. Tu viens donc de lever 6 millions d'euros, 7 millions de dollars. Raconte-nous ça s'est fait en quelques semaines. Tu as même levé, je crois, plus d'argent que prévu, parce que ça s'est bousculé au portillon. Ça, c'est toujours bon signe. C'est ça. Raconte-nous un petit peu ta levée. Ta première, du coup. Première levée, exactement. En pré-seed, du coup. Enfin, seed, je sais pas comment tu appelles ça, quoi. Oui, enfin, maintenant, on ne sait plus trop comment appeler seed, pré-seed, mais effectivement, c'est la première étape pour l'Emrock en termes de levée de fonds. Donc, on a commencé il y a quelques mois. En fait, nous, comme on faisait partie du programme Entrepreneur First, on avait des échéances prévues pour ça. C'est ce qu'on appelle un Demo Day. Et donc, on pitch devant un parterre d'investisseurs à San Francisco, etc. Nous, on a eu un parcours un peu atypique dans ce programme-là, puisqu'en fait, on a eu des propositions d'investisseurs même avant ce Demo Day. Donc, la conséquence de ça, donc c'était une très bonne nouvelle, mais la conséquence de ça, c'est qu'on n'était absolument pas prêt pour une levée de fonds. Donc, on a été un peu précipité là-dedans. Ça s'est extrêmement bien passé. On a rencontré Jean-Baptiste Rudel au tout début de l'aventure de la levée, et on a eu un véritable coup de cœur, et c'est pour ça qu'on a décidé de se faire accompagner par Galion Exé en lead. Oui, Galion, donc l'organisation dans laquelle Jean-Baptiste Rudel est présent et très actif depuis des années. Donc lui, c'est le fondateur de Criteo, l'une des rares startups françaises et tech françaises à traverser la Manche, à avoir cartonné là-bas pendant des années, à s'être coté à Wall Street. Donc il n'y en a pas tellement. On te souhaite le même parcours, si c'est ton intention. Est-ce qu'il y a des fonds anglo-saxons, du coup, parce que vous aviez commencé à pitcher à San Francisco, qui se sont positionnés ou donc tu fais un tour de table franco-français là? Non. On a des fonds étrangers aussi, des business angels aussi étrangers, que ce soit aux US, au UK, en Allemagne. Qui est-ce que tu peux citer? Vas-y, dis-nous là. En termes de fonds que je pourrais citer... et de BA aussi. Et de BA, déjà, pour commencer, Michael Benabou, qui est le fondateur de VP, qui, pareil, nous a accompagnés depuis le début par son expertise en retail et son réseau, sa connaissance du secteur. C'est une aide incommensurable. Ensuite, en fonds, peut-être que je peux citer au UK, par exemple, on est accompagné par 3 fonds différents, notamment AI Seed Fund, qui est spécialisé vraiment en IA et en deep tech, qui nous a accompagnés depuis le début. Et après, si je devais citer un investisseur BA aux US, je citerais Frédéric Allais, qui est basé à Seattle, qui a investi dans plusieurs retail tech, notamment Vision, qui est une retail tech assez connue et qui a cartonné depuis quelques années. Donc voilà, on est bien entouré. Vision, les petites étiquettes chez Walmart, etc. Là. C'est une solution qui permet la détection de fraude dans les magasins physiques. Ah, Vision, oui, j'étais sur Vision, moi. Non, Vision. SES Imagotag. Ouais, Vision, Vision, il est venu à ta place l'été dernier. Ok, oui. Thibaut, ouais. Thibaut, effectivement. Et Frédéric, je le voyais à Londres. Pourquoi il est maintenant il est basé à Seattle. Ok. C'est ça. Bon, et on le salue. Donc, t'as aussi je crois un des business angels là, qui était à l'origine d'un bel exit à Decathlon. Rappelle-moi son nom. Gary Hansen. C'est ça, ok. Effectivement. De Alltrix. Oui, Alltrix, okay. Qui a été revendu à Decathlon. On a Emmanuelle Brizet, qui est une serial investisseuse aussi, à qui je passe le bonjour. C'est vrai qu'il n'y avait que des hommes là, dans ta liste. Là. Antoine Lizzy de Alan. Voilà, on a plein d'autres, on ne peut pas tous les citer. Pas mal, voilà. Qu'est-ce qu'il faut te souhaiter là pour la suite? Parce que ça va très très vite. Déjà, avant de te souhaiter des choses, est-ce que tu as des métriques que tu peux nous partager? Parce qu'il y a eu 100 millions de conversations mensuelles qui a été atteint il n'y a pas longtemps. Donc tu lèves 6 millions d'euros. Est-ce que tu as un MRR sur lequel tu peux nous communiquer? Qu'est-ce qui est, on ne communique pas sur le revenu. Par contre, ce qu'on peut communiquer, c'est le nombre de clients qu'on a atteints. Puisque là, au mois de février, on a atteint les 100 clients. Ok, génial. Donc on est ravis. Et donc, ils attendent quoi, tes utilisateurs, tes clients, non pas finaux, mais oui, les clients l'Emrock? C'est un ROI, tu disais donc sur une campagne, c'est 1 pour 7000. Là, est-ce qu'il y a des KPI que tu suis particulièrement, qu'il faut encore améliorer?
Oui, tout à fait. Déjà, en termes de performance, effectivement, on est meilleur et largement meilleur que d'autres façons d'aller toucher des clients finaux. On a des taux qui sont entre x5 et x10 sur des campagnes en termes de retour sur investissement, ce qu'on appelle le ROAS. Ça se traduit par... c'est expliqué par le fait que comme on a le meilleur produit pour la personne, forcément, on a plus de conversion. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on est capable d'activer un levier très fin en termes d'intention. Je vous donne un exemple. Par exemple, Leroy Merlin, ils veulent aller cibler le déménagement, par exemple. C'est aujourd'hui extrêmement compliqué d'avoir une granularité aussi fine dans le ciblage, finalement, pour adresser la bonne personne. Et là, aujourd'hui, c'est possible grâce au conversationnel. Sur le côté macro, est-ce que tu as vu un vrai changement ? Ça a motivé la création de l'Emrock, mais est-ce que, notamment dans ta génération, les moins de 30 ans, le réflexe, il est maintenant de demander à ChatGPT, quoi. Limite en mode vocal, etc. Et le search Google, finito. Changement complet des usages. Je pense que toutes les personnes qui écoutent ce podcast pourront aussi se retrouver dans le portrait que je vais décrire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la façon d'interagir avec le web est en train de complètement changer. Et ça va à une vitesse fulgurante. C'est pour ça qu'il faut s'y préparer et il faut vraiment prendre le virage dès maintenant. Donc, c'est à la fois des usages qui se transforment et c'est aussi des nouveaux usages. Et c'est ça qui est intéressant. Là où avant, en fait, vous n'alliez pas consulter tout simplement votre téléphone ou votre ordinateur. Là, vous allez vous adresser à un agent qui va venir vraiment vous accompagner à d'autres moments de votre vie. Donc, par exemple, pour planifier des vacances, avant, peut-être que c'était un peu différent. On n'était pas en train de demander chaque micro-détail. Et là, on a un agent qui est vraiment notre meilleur ami. Il y a pas mal aussi de choses autour du wellness, de conseils en coaching professionnel. Donc, ces nouveaux usages aussi, c'est des nouvelles opportunités pour les marques. Mais vous n'êtes que 10 à ce stade. Alors, j'imagine qu'avec ta levée, Ouais. tu vas embaucher un peu. Oui. Mais là, quand tu me dis, on fait ça, mais on peut faire ça, ça, ça aussi, je me dis, est-ce que tu mériterais pas, est-ce qu'il faudrait même pas te concentrer sur 2-3 segments, 2-3 secteurs, puis après, tu ouvres. Ou là, non, tes VC te disent, il faut prendre le marché. Vous serez que, 4-5 acteurs dans quelques années, donc il faut y aller à fond les ballons et prendre tout le monde, quoi. C'est ça, on a été les premiers à adresser ce marché. Donc, au niveau mondial, quand même. Au niveau mondial, quasiment. Ah ouais ? Il y a un an, il y avait vraiment pas grand-chose. Okay. Et un an après, vous êtes combien alors ? Et un an après, il y a des concurrents qui sont apparus et tant mieux pour nous. Sûr, oui. C'est ce qu'on dit souvent en entrepreneuriat, c'est s'il n'y a pas de concurrents, il n'y a pas de marché. C'est pas bon signe. Ouais. C'est ça. Donc, en tout cas, on a été les premiers à prendre ce sujet-là et on a exécuté extrêmement vite. Aujourd'hui, avec l'IA, tu peux exécuter 100 fois plus vite et 100 fois mieux qu'avant. Et donc, il n'y a pas besoin finalement d'avoir une équipe de 50 développeurs pour créer des choses très emblématiques et très robustes techniquement parlant. On a eu la chance d'avoir des très très bons premiers recrutements. Et d'ailleurs, je salue mon équipe qui écoutera probablement ce podcast, mais ça nous a permis d'aller vite. Et donc, dans ce contexte-là, on peut adresser de très fortes ambitions, que ce soit au niveau du scope géographique, mais au niveau aussi des propositions de valeur. Donc, notre ambition, c'est de valider le product market fit en Europe, on y est quasiment, pour ensuite étendre à l'international, puisque c'est un marché mondial. La technologie ne s'arrête pas aux frontières de la France, mais en plus de l'Europe. Et donc, tu as un retailer italien, allemand, espagnol qui entend parler de ta justement, sur un ChatGPT, sur un Claude, de ta solution. Il peut s'onboarder tout seul. Ça se passe comment, là où non, il y a besoin d'un responsable, de compte, un account qui va gérer tout ça. Comment ça marche, un sales ? Ouais, c'est une bonne question. Aujourd'hui, on a une self-service plateforme, c'est comme ça qu'on appelle ça, qui permet justement à des marques de s'embarquer et de paramétrer une campagne très facilement. Donc, en quelques minutes, vous pouvez paramétrer votre présence dans les LLM de façon très customisée et ensuite la pousser en production en quelques heures. Toi, tu as besoin d'avoir accès à quoi pour être le plus efficace possible ? Moi, j'ai besoin, la solution a besoin de se connecter au catalogue produit, d'avoir aussi des guidelines. Donc, tout l'inventaire, tous les produits en ligne, le nombre, j'imagine,
le pricing, tout. C'est ça. Aujourd'hui, il y a des façons de s'interfacer à ces catalogues qui sont stockés, optimisés. Donc, nous, on a créé des connecteurs pour se brancher à ces catalogues produits. Et real time, évidemment. Parce que si tu me vends la machine à café qui est plus au bon prix ou qui est même plus disponible, ça fait 6 mois que Fnac Darty la vend plus. Là, exactement. C'est ultra déceptif. Donc, le bon prix, les bons stocks, etc. Donc, ça, on se connecte à ces catalogues produits. Donc, c'est très facile. Les acteurs du e-commerce ont l'habitude, en fait, de paramétrer comme ça leur catalogue produit dans différentes solutions. Donc, à partir de là, du coup, on ne s'arrête pas au catalogue produit. On peut aussi pousser des contenus. Donc, par exemple, des podcasts, des articles. Je reprends l'exemple d'un Décathlon qu'on mentionnait tout à l'heure. Partenaire du sport des Français, en fait, il y a pas mal de contenus sur comment pratiquer son sport au quotidien. Et ça, en fait, c'est aussi des contenus qu'on peut diffuser maintenant dans les IA conversationnelles. Donc, à partir de là, on a tout. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est vraiment avoir des guidelines pour permettre à la marque d'apparaître de la meilleure façon. Donc ça, généralement, les marques peuvent définir des profils clients qui sont le plus à même d'aimer telle ou telle offre, aussi des canaux où elles veulent être diffusées. Donc voilà, on a tout ce paramétrage. Un gros sujet qu'on prend très au sérieux, c'est la brand safety, c'est comme ça qu'on appelle ça. Donc c'est le fait de préserver justement les images de marque. On a des LLM encore une fois propriétaires qui viennent contrôler justement la conformité des contenus poussés avec ces guidelines-là. Donc tout ça est très sécurisé et à partir de là, on peut brancher en production du coup les contenus de la marque en question. Des modèles, mais peut-être pas des LLM propriétaires comme si vous n'avez pas monté votre propre en fait, on a ça peut être des tout petits modèles que tu as juste pour être spécialisé justement sur ça. Parce que en fait, c'est très compliqué de trouver un modèle qui existe déjà, même que tu vas fine-tuner. Customiser, il vaut mieux le faire en interne, quoi. Voilà, c'est ça. Pour des sujets très stratégiques, on a internalisé du coup les modèles. Bon, si on se revoit dans 1 an, 2 ans, tu seras où, tu penses ? L'ambition, c'est d'être, donc, comme je le disais, une entreprise mondiale. Donc, le marché US, forcément, c'est une étape clé. Donc, dans 1 an, 2 ans, l'ambition, c'est d'être présente largement sur cette géographie-là avec de très belles marques, de vraiment posséder l'ensemble, d'alimenter l'ensemble des IA conversationnelles qui existent sur le marché et d'être vraiment l'infrastructure safe, sécurisée à l'échelle pour ça. Nos meilleurs entrepreneurs, d'ailleurs, tu le vois autour de toi, j'imagine, partent aux US. Certains s'en désolent. Moi, au contraire, je m'en réjouis. Et encore une fois, plein de gens qui sont venus ici maintenant sont aux US parce que c'est pas que là que ça se passe, mais c'est aussi là que ça se passe. Et très souvent, pour vos métiers, c'est le Graal. Donc voilà, si c'est encore une fois ce que tu veux, c'est tout le mal que je te souhaite. Les petites questions rituelles de fin que tu connais, je crois, mais bon, voilà, tu as le droit de tricher. Je sais pas si tu t'es préparé ou pas. On va voir si tu pas tant que ça va être un peu de l'impro, comme je disais juste Ton avant. meilleur souvenir, alors, en 13 mois, c'est quoi ? Tu dirais quoi chez Lemrock ? Meilleur souvenir, on en a un peu parlé, mais je pense que c'est la rencontre avec Jean-Baptiste Rudel. Comme je disais, on était à un moment où on n'était pas encore vraiment en levée de fonds. Et on s'est rencontré avec Jean-Baptiste à la terrasse d'un café. Il faisait encore beau. On avait 30 minutes. Et au final, on a passé peut-être plus d'1 heure, peut-être même 1h30 ensemble à partager sur Criteo, les similarités avec Lemrock et qu'est-ce qu'on pourrait en faire. Tu as dit un truc hyper intéressant, tu as dit on n'était pas prêt. J'aurais pu creuser parce que tu avais sûrement plein de trucs à nous raconter. Mais sur la levée... ouais, ça veut dire quoi de ne pas être prêt et du coup, qu'est-ce que tu as fait derrière pour être prêt, quoi. Ouais, on pourra détailler, mais c'est vrai que je crois qu'il y a une de tes questions qui va peut-être adresser ce point par la suite, puisqu'en fait, en termes d'anecdotes qu'on pourrait raconter... Enchaîne, avec plaisir. En termes d'anecdotes qui illustrent parfaitement le fait qu'on n'était pas prêt, typiquement, je parlais tout à l'heure du démodé à San Francisco. Et nous, on avait déjà plus ou moins des term sheets et on était déjà dans un tourbillon business assez important à ce moment-là. Du coup, on y allait. Et avant de monter sur scène, on a préparé le pitch en quelques heures. On s'est rendu compte que la personne qui passait avant moi sur scène, c'était James Clark, le fondateur d'Anthropic. Et donc,
Là, en termes de niveau de stress et de panique, c'est vrai que quand tu te rends compte que en fait, tu as quelques heures pour préparer un pitch devant 300 ou 500 investisseurs américains qui sont les meilleurs investisseurs à San Francisco aujourd'hui, quand même mondiaux, juste après James Clark, c'est un peu la petite anecdote que je raconte souvent. Et à la fin, ça s'est très très bien passé. Attends, mais il pitchait avant vous ? Il était, ouais, c'est ça. Il avait quitté Anthropic, je comprends pas. Là. Non, en fait, c'était un guest qui venait juste avant se démodait. Ah oui, il faisait une keynote, quoi, en mode keynote, inspirationnel, juste avant, et je passais juste après. Okay. Et donc, du coup, ça mettait un niveau de pression assez monumental. Ouais. Tu dirais que c'est quoi aujourd'hui ta plus grosse erreur à date, même si tu en feras plein d'autres ? Ma plus grosse erreur, je pense que c'est... ça va être assez classique finalement des parcours entrepreneuriaux, mais ça a été au début de recruter sur les skills, des compétences techniques, plus que sur des valeurs, en fait, puisque ça ne suffit pas d'être très bon techniquement. L'aventure entrepreneuriale, c'est une aventure collective, c'est vraiment une aventure humaine. Et donc, il faut partager des valeurs. Et je pense que c'est vraiment un critère important et qui est partie intégrante du process de recrutement. Ça revient très régulièrement, en effet. Conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut entreprendre comme toi, qui vient du corporate et qui se dit « Mais attends, mais moi aussi, je peux être entrepreneuse, entrepreneur ». Ouais, c'est un bon point. Je pense que c'est oser. C'est vrai que... Pareil, assez classique, mais finalement, quand on a été 10 ans en corporate avec une stabilité, c'est difficile de se lancer. Mais à la fin, je pense que c'est tellement gratifiant et on progresse tellement, enfin, on apprend énormément sur soi-même que ça vaut vraiment la peine. Et un conseil surtout que je donnerais, c'est mettre l'ego de côté. Parce que l'entrepreneuriat, c'est vraiment une bataille... collective sur un marché, mais c'est une bataille aussi de soi-même envers soi-même et il faut se remettre en question tous les jours et je pense que c'est important à avoir en tête. T'es passé par Pôle Emploi Venture ou par entre les deux ? Non. Non, mais je veux dire, t'as pas utilisé le... Non, je suis partie, j'ai enchaîné direct avec Entrepreneur First. Okay. Voilà. En fait, quand tu quittes une entreprise volontairement... quand tu démissionnes, t'as rien, ouais. Bah ouais, c'est ça. Ok. Bon, un invité ou une invitée qui doit venir après toi, Roxane. Je citerai peut-être Claire Gouze. Je sais pas si tu l'as déjà eue. Qui a fondé Nao. C'est une des quasi seules femmes de Y Combinator qu'on a rencontrée, qui est française, qu'on a rencontrée là-bas, qui est devenue une très bonne amie. Et elle a eu le projet un peu fou de se lancer sur un projet de data qui est très difficile, compétitif, et encore plus quand on est une femme. Donc elle montre le curseur de la data. Et donc je trouve qu'elle a des perspectives très intéressantes. Aussi l'aventure Y Combinator qu'elle pourra raconter. Et elle est très brillante. Donc je te conseillerais d'échanger avec elle. Eh bien, je note. Merci mille fois. Donc, longue vie à l'Emrock qui se lance. Donc, deuxième année pour vous. C'est Première ça. année pleine, finalement. C'est ça, bien rempli. 2025, c'était que le début. Et puis on refera un deuxième épisode alors dans quelques années. Bien sûr. Merci, Roxane. Merci. Ciao, ciao.